Voilà, c'est parti, officiellement. Je lance le webinaire. Bon, je suis désolée pour ma boulette au niveau du lien Zoom. Bah voilà, au niveau du replay, il n'y aura pas de souci. Et je démarre officiellement ce webinaire sur la vitalité avec un gros challenge puisque tous ces déboires techniques, on va voir s'ils auront raison de ma vitalité à moi ce soir. Voilà. Donc ce soir, on est là pour parler de comment récupérer de l'énergie, comment ne pas se faire plomber son énergie par tout ce qui arrive sur nous un petit peu à droite, à gauche. Donc, je vais démarrer en fait, et je démarre en fait toutes mes conférences systématiquement avec le point de la responsabilité, parce que si on zappe cette étape-là, eh bien, en fait, on ne peut pas commencer à travailler sur nous si on croit que l'extérieur est responsable de notre énergie. Ah oui, mais je suis fatiguée, mais c'est parce que ma fille ceci, parce que mon mari cela, parce que mon bureau, parce que mon travail, parce que mon sommeil, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est partout où en fait, je suis responsable de tout ce qui m'arrive là. Et justement, si je suis responsable, ce n'est pas parce que je suis coupable et qu'il faut que je me fouette parce que je suis nulle, parce que voilà, s'il m'arrive tout ça, c'est que forcément je suis nulle. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est si je suis responsable d'avoir créé inconsciemment tout ce qui m'arrive là, ben, je vais être capable, en changeant mon énergie, à créer plein de choses complètement différentes. Et donc ça, c'est un point super positif. Donc, savoir qu'en fait, on a la responsabilité, on a 100% de la responsabilité de tout ce qui nous arrive, c'est la base et c'est pour ça que je le répète à chaque fois que je fais des conférences ou même des coachings parce que quand on est responsable, on va pouvoir commencer à agir. Donc, euh, on va essayer de faire la distinction entre les choses qu'on subit et les choses qu'on décide pour remettre plus de, 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 de pourcentage en fait, sur les choses qu'on va décider de faire et on va arrêter de se dire qu'on subit les choses et on va voir ce qu'on peut faire chez nous pour ne pas subir. Même si les choses arrivent de l'extérieur, en fait, on n'est pas obligé de les subir. On a aussi la possibilité de ne pas être impacté par les choses qui arrivent. Alors, c'est facile à dire, quelquefois, ce n'est pas facile à faire, mais justement, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors, l'énergie, c'est hyper vaste. L'énergie, ça peut être considéré comme le carburant. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps Donc, si mon corps, je fais le parallèle avec une voiture, je suis dans une voiture, je vais mettre de l'essence. Donc, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller mettre dans mon véhicule, dans ma voiture, un carburant qui n'est pas adapté à ma voiture. Alors que pour notre corps, on le fait très, très souvent. On s'est débrouillé, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais les civilisations, en fait, en sont arrivées à mettre dans leur corps, donc dans leur véhicule terrestre, des carburants qui ne sont pas appropriés, qui ne sont pas adaptés à faire marcher ce véhicule-là. Et après, on s'étonne que le véhicule dysfonctionne un petit peu. Et donc, moi, je vais vous inviter à regarder qu'est-ce que c'est qu'une nourriture, déjà, un carburant qui est adapté à notre corps. Donc, déjà, donc là, la nourriture, on est en train de parler de nourriture physiologique. Après, on viendra regarder qu'est-ce qu'on met comme carburant dans les autres domaines, parce qu'il n'y a pas que le domaine physiologique. On peut aussi mettre de la nourriture sur le plan émotionnel, sur le plan de tout un tas de choses, sur le plan psychique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une nourriture qui est physiologique? Qu'est-ce que c'est qu'une nourriture qui est adaptée au corps humain? Le corps humain, en fait, il a besoin de choses le plus naturelles possible. Alors évidemment, il va transformer aussi ce qu'il va trouver dans la nature. Nous, on a un système digestif qui va casser les protéines, qui va casser les sucres, qui va casser ce qu'on met dans notre corps, ne va pas rentrer directement dans notre sang. Pour la plupart, ça va être digéré avant de pouvoir rentrer dans notre corps. Mais plus ça va être transformé, plus ça va être hybridé, plus ça va être adapté à d'autres espèces, mais que nous, on va avoir envie d'aller chercher, plus ça va être compliqué
plus ça va donner du travail à notre corps et plus ça va lui pomper son énergie en fait au lieu de lui apporter du carburant. Alors qu'en fait, ce qu'on apporte à notre corps, on aimerait bien en fait que ça soit un carburant qui nous donne de l'énergie. Donc ça, c'est déjà la première chose. Si je mets des choses végétales le plus possible, un tout petit peu de nourriture animale, mais ça ne doit pas être… moi, quand je regarde les assiettes, surtout en France, c'est un petit peu moins le cas parfois à l'étranger, mais quand je regarde les assiettes, on met… En France, on met un gros morceau de viande ou un gros morceau de poisson et puis pas mal de féculents, puis un tout petit peu de légumes, alors qu'en fait, notre corps, il est adapté pour faire l'inverse, pour mettre beaucoup de végétal, un petit peu de comment ça s'appelle, de féculents, et puis un tout petit peu aussi de protéines, ou pas du tout carrément de protéines, et peut-être même pas du tout de protéines animales, même si je ne suis pas contre les protéines animales, mais je ne suis pas pour la grosse consommation, parce que ça va avoir un impact sur notre physiologie, et ça va avoir un impact sur l'acidification de notre corps, etc. De la nourriture le moins transformée possible, parce que plus ça va être transformé, plus ça va être cuit, plus ça va être carbonisé, plus ça va être grillé, plus ça va être compliqué pour notre corps pour aller chercher à l'intérieur de ça le carburant pour fonctionner. Et puis, ça ne doit pas non plus être trop hybridé. L'homme, il a trouvé que c'était vachement mieux d'hybrider. Hybrider, ça veut dire modifier génétiquement. Enfin, c'est pas vraiment… alors, il fait aussi des modifications génétiques. L'être humain, il est formidable pour… c'est des prouesses techniques de faire ça. Mais sauf que quand on les met dans le corps derrière, le corps, il ne reconnaît pas les choses qui ont été transformées. Et les choses qui sont hybridées, c'est un petit peu plus… un petit peu plus naturel, parce que ça pourrait se faire tout seul dans la nature, c'est faire des croisements de certaines espèces pour obtenir des qualités qu'on a envie d'avoir. C'est ce qui a été fait pour le gluten, ce qui a été fait pour le blé. Le blé moderne, c'est un blé qui est archi-hybridé, donc qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on mettait dans notre corps il y a des années, des décennies, des centaines d'années avec le blé ancien. Le blé ancien, il était tout petit, c'était des petites protéines, il y avait 12 chromosomes. Aujourd'hui, on en a 42. Donc, nous, pour aller casser ces 42 chaînes, voilà, les protéines, c'est des acides aminés les uns à côté des autres, et notre digestion va casser les chaînes de protéines pour récupérer les acides aminés, et c'est eux qui vont rentrer dans la circulation sanguine, et c'est eux qui vont constituer notre carburant. Donc aujourd'hui, si on a des protéines qui sont énormes, ça nous coûte en énergie de devoir les casser. Donc en fait, on met dans notre corps des choses qui nous coûtent de l'énergie au lieu de nous en apporter, donc on a tout faux. Et après, on s'étonne qu'on ne soit pas en bonne santé. Ensuite, on met dans notre corps des choses qui sont faites pour notre espèce. Quand je parle de ça, c'est pour parler des laitages, parce qu'on a pris l'habitude de consommer le lait de la vache, ou le lait de la chèvre, ou le lait de la brebis. Et en fait, pareil, nous, on est fait pour boire du lait de notre mère. Donc, notre mère, c'est une femme, ce n'est pas une vache. Et pareil, en fait, la protéine de la vache, en fait, la protéine est proportionnelle à la taille de l'animal. Donc, l'être humain, il est petit par rapport à la vache. La femme, elle est petite par rapport à la vache. Donc, la protéine de la mère, c'est des chaînes qui sont adaptées à la digestion de son enfant. Et le lait de la vache, il est adapté pour la digestion de son enfant, qui est le veau. Et nous, on n'est pas des veaux, donc on se fait violence en fait en mettant dans notre corps des choses qui vont nous coûter en fait encore de l'énergie. Et si elles ne sont pas digérées, c'est encore plus catastrophique si elles arrivent à passer par la paroi intestinale, qui va être endommagée pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de choses dénaturées qu'on met dans notre corps. Donc du coup, voilà, on a tout faux. Et après, il faut dépenser de l'énergie pour digérer tout ça, pour stocker tout ça, ou pour se débarrasser de tout ça. Et là, déjà, au niveau de l'énergie, on croit manger pour avoir du carburant, et on se fait même croire que « ah oui, mais je suis fatiguée, il faut que je mange », et quand je mange, on se fait croire qu'on a plus d'énergie, mais en fait, ça coûte à notre corps
de devoir digérer des choses qui ne sont pas faites pour la physiologie humaine et qui vont nous donner du travail pour être soit stockées, soit éliminées. Et si on n'arrive pas à l'éliminer, en faire ce qu'on peut et se protéger pour pas que ça constitue de la toxicité dans le corps. Donc déjà, bien regarder ce qu'on va mettre sur le terrain de notre corps pour pas lui coûter en énergie pour que ça soit vraiment un carburant, comme dans la voiture, quand on met de l'essence, en fait, notre voiture, derrière, elle roule. Alors que nous, quand on met notre carburant, derrière, on a envie de dormir ou en tout cas, on n'a plus envie de faire grand-chose. Alors, n'hésitez pas à me couper, vous pouvez cliquer, vous pouvez activer la petite main levée si vous avez des choses à me dire, parce que je ne vois pas... j'ai un truc qui me cache les messages. Alors, je vais le mettre là-bas. Voilà. Donc, ça, c'était déjà le carburant le plus logique, en fait. C'était celui qui était le plus facile à se dire, voilà, qu'est-ce que je mets dans mon corps. Mais il n'y a pas que ce genre de nourriture-là, en fait, dont on va avoir besoin. Il va y avoir aussi, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, en fait, de quoi je me nourris sur le plan émotionnel. Est-ce que je me nourris? Est-ce que j'ai des relations? Alors là, ce n'est pas de la nourriture physiologique, c'est de la nourriture, c'est moins palpable, mais ça nous plombe aussi notre énergie d'avoir des gens autour de nous qui sont malveillants, qui sont mal intentionnés, qui nous déversent leurs émotions sur nous. Alors, la responsabilité, en fait, le but, ce n'est pas de supprimer toutes les personnes qu'on a dans notre entourage en se disant celle-ci ne correspond pas, celle-ci ne correspond pas. L'idée, c'est de aussi regarder quelle est ma part de responsabilité dans l'entourage que j'ai créé autour de moi. Parce que, en fait, je suis responsable de tout ce que j'ai créé. Si j'ai attiré aujourd'hui des personnes qui ne me conviennent pas, qui me parlent mal ou qui ne me respectent pas ou qui ne sont pas bienveillantes ou avec qui je m'engueule tout le temps, en fait, je suis aussi responsable d'avoir créé ça dans mon décor. Donc, au lieu de leur en vouloir et de me flageller en me disant « mais pourquoi j'ai créé ça ?» je vais reprendre ma responsabilité aussi, et c'est là-dessus qu'on peut jouer. Je vais reprendre ma responsabilité en me disant voilà, avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, j'ai créé ça, j'ai attiré ce genre de décor, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan relationnel. Et je vais regarder en moi comment je peux modifier mon énergie pour créer autre chose. Alors, je vais regarder, j'ai vu que tu avais mis un message à Asma. Donc, quand on est fatigué après un repas, c'est que le repas était énergivore, ou alors c'est naturel que 2 heures après un repas, on ait un coup de barre. Comment déterminer ce qui est un carburant pour soi? Alors, si on est fatigué derrière un repas, tu vois, on dit, voilà, il y a des gens qui prennent un café pour ne pas sentir la fatigue, justement, que la digestion est en train de leur prendre. Il y a des gens qui ont besoin aussi d'aller dormir derrière un repas. Moi, d'expérience, j'ai vu que quand j'avais changé, quand j'avais transformé mon alimentation, j'avais plus ça derrière. Donc, quand j'ai supprimé, en fait, le gluten, les laitages, les repas avec des excès de protéines, tu vois, avec un gros morceau de poisson ou une cuisse entière de poulet. Moi, dans le temps, ça ne me faisait pas peur de faire un repas avec une grosse cuisse de poulet. Et puis, à côté, il y avait… Bon, et puis, là, maintenant, je ne mange plus de viande, mais j'ai vu que j'avais diminué. Et en fait, en diminuant ces quantités-là, alors en plus, la viande, les protéines sont très, très longues à digérer, donc ça peut participer et nous fatiguer, tout simplement. Et moi, mes enfants mangent encore de la viande et j'essaye de leur donner de moins en moins de quantité de viande pour qu'ils soient quand même satisfaits parce que je pense qu'il y a une part aussi qui est un peu psychologique. Moi, quelquefois, ils sont 3, je partage un tout petit morceau de viande et je l'éparpille bien dans plein de légumes et dans plein de protéines. Et ils ont l'impression de manger un plat de viande et on n'en parle plus. Alors que si ils regardaient la quantité, en fait, ils ont presque rien, mais ils sont satisfaits quand même. Et derrière, voilà, ils ne sont pas forcément plombés. Alors, quand on est jeune, on ne s'en rend pas forcément compte, sauf si on est déjà très
conscient de son énergie. Et quand on est jeune, quelque part, même si on est plombé par notre alimentation, quelquefois, ça ne se voit pas. Bon, il y a des jeunes qui s'en rendent déjà compte, mais voilà, c'est intéressant d'aller regarder, d'aller faire la différence. Moi, je sais que j'ai fait l'expérience avec des gens. Moi, ça fait très longtemps que j'ai changé mon alimentation, mais quand j'invite des gens et que je fais un grand repas avec une entrée, avec un plat, des légumes, même des protéines, des féculents, que je rajoute un gros dessert avec des gâteaux, des choses comme ça, mais sans qu'il y ait du gluten, sans qu'il y ait de laitage, les gens me disent aussi, avec tout ce qu'on a mangé, effectivement, on se sent complètement léger. Et on n'a pas l'esprit plombé, parce qu'en fait, ces nourritures-là, non seulement elles vont fatiguer notre corps, mais elles vont fatiguer aussi notre esprit, parce qu'elles vont faire un espèce de brouillard mental. Et du coup, voilà, ça participe aussi à pu être capable de faire des choses très, très importantes. Alors, je veux prendre un peu de poids, mais sans protéines dans les programmes nutritionnels, ce serait difficile. C'est quand même possible de prendre du poids sans protéines et sans fatiguer le corps. Oui, en fait, justement, tu vas voir que ça participe aussi on va regarder, il n'y a pas que ce qu'on met dans notre corps, c'est notre état d'esprit qui va faire qu'on va le stocker ou on va s'en débarrasser. Donc, en fait, là, on va pouvoir jouer, c'est ça que je voudrais partager ce soir, c'est qu'on va jouer, en fait, on va faire du ping-pong entre le physio et le psychologique pour avoir un impact de l'un sur l'autre. Donc, ça va être aussi le côté psychologique qui va pouvoir aider à ça. Je mange très peu de viande. Oui, ok. Ouais, moi, mes fils, je sais qu'ils sont tous les deux, ils veulent avoir des muscles, hein, parce que voilà, ils ont 19, presque 21 ans, et ils essayent, donc ils pensent qu'en prenant beaucoup de protéines, et effectivement, quand on se fait de la gonflette et qu'on prend des compléments protéinés, c'est comme ça qu'on va fabriquer. Mais normalement, on peut, les gens qui ne mangent pas de viande du tout, les véganes, les végétariens, les végétaliens, en fait, les enfants, ils arrivent à grandir quand même, hein. Donc, on arrive à se créer nos propres protéines avec tout un tas d'acides aminés, parce qu'en fait, il suffit d'avaler des acides aminés. Notre corps, de toute façon, les protéines qu'on ingère, il les découpe en acides aminés et il reconstruit ces protéines à partir des acides aminés. Donc, on ait les acides aminés à partir de vraies protéines de viande ou de poisson, des protéines animales, ou à partir des végétaux, de toute façon, nous, avec notre ADN, avec notre spécificité, on reconstruit nos propres protéines. Donc, et en plus, elles sont auto-réparantes, c'est-à-dire qu'une protéine qu'on a construit, par exemple nos muscles, bon, une fois qu'ils sont épuisés, on va recycler les acides aminés et on va les reprendre. Alors peut-être qu'il faudra aussi un petit peu d'apport, mais on va refabriquer nos protéines. Donc on n'a pas forcément besoin d'en manger pour les avoir sur nous. Mon corps brûle vite et stocke peu, et les fois où il est sensible au sucre, il maigrit encore plus. Ok, ouais, je vois. Je suis un peu dans le même cas que toi. Il y a des gens qui vont stocker pour se protéger, et il y a des gens qui vont aller en creux, hein. J'en parle à un moment donné, je ne sais plus à quel endroit je l'ai mis. Mais effectivement, il y a des… Et ça c'est en parallèle avec notre psychologie. Voilà, si on a besoin de se protéger, on va plutôt avoir tendance à stocker. Et si alors, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de se protéger, mais si on sait déjà se protéger, on va pas avoir tendance à stocker, hein. Je n'ai pas le mot qui correspond au fait de brûler, mais il y a des natures, et en fait, je pense qu'on peut jouer aussi là-dessus, mais c'est en travaillant beaucoup sur notre psychologique qu'on va pouvoir avoir une marge de manœuvre pour inverser la tendance.
Alors, qu'est-ce que je disais donc tout à l'heure? Oui, les nourritures psychiques. Alors, comment est-ce qu'on, déjà, on met un carburant, des relations, de quoi est-ce qu'on se nourrit? Parce qu'on ne se nourrit pas que par la bouche, hein, on se nourrit aussi par l'esprit, par les relations. Qu'est-ce que je mets autour de moi, déjà? Qu'est-ce que je décide de mettre autour de moi? Qu'est-ce que je lis comme bouquin? Qu'est-ce que je regarde comme émission? Qu'est-ce que je regarde comme film? Ça aussi, c'est de la nourriture psychologique. Est-ce que je vais mettre dans mon environnement des choses qui vont être respectueuses de qui je suis ou qui vont encore me violenter à ce niveau-là? Ça aussi, ça peut me plomber aussi mon énergie. Oui, le métabolisme. Merci, Mireille. C'est ça. En fait, on a chacun, et ça peut varier hein, dans notre existence, ça peut varier. On peut être, moi, je sais que ma mère était plutôt très, très maigre quand elle était jeune, quand elle avait 40, 50 ans. Et puis, à partir de la soixantaine, en fait, bah, elle commençait à stocker un peu partout. Donc, c'est aussi lié notre expérience de vie et notre façon de nous voir hein, quand on, quand on vieillit et qu'on a besoin en fait de se protéger, voilà, quand on veut materner, quand on arrive à la ménopause et puis qu'on n'a plus les enfants à materner, ben, qu'on a envie de continuer, ben, on va se développer en fait ici en poitrine ou en bras et on va avoir besoin de se développer et donc notre métabolisme va complètement changer. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon entourage? Est-ce que je m'entoure de gens qui vont me respecter? Est-ce que moi-même, je suis aimable? C'est-à-dire qu'est-ce que alors, se protéger de quoi, tu dis, Asma? Ben, se protéger des autres, hein, c'est un peu un bouclier quand on grossit. Ben, en fait, c'est comme une protection qu'on met entre les autres et nous pour que ce qui arrive des autres bah, fasse écran et qu'on n'ait pas. Voilà. Alors après, tu vois, on peut travailler sur le psychologique pour apprendre à mettre un bouclier autre qu'avec notre corps, tu vois. Si je n'ai pas de forme, je me protège de m'exposer aux difficultés que peuvent connaître une femme peut-être. Oui, en même temps montrer ses formes, c'est attirer, c'est dire voilà, voilà, quand on a une forte poitrine et qu'on la met en valeur, bah, c'est quelque part, c'est un code alors, dans la société, tu vois, c'est dire bah, voilà, je suis disponible. Ça peut être aussi autre chose, mais ça peut être plein de raisons, tu vois, si on ne grossit pas, ça peut ouais, carapace. C'est ça, on se forme ou pas une carapace. La maigreur extrême, hein, la maigreur de l'anorexisme, par exemple, l'anorexie, c'est en fait, c'est des personnes qui veulent montrer qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Quelqu'un qui est anorexique, c'est quelqu'un qui nous crie, en fait, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est, sur le plan psychologique, c'est des enfants, la plupart du temps, ce sont des femmes, des jeunes filles, qui ont l'impression qu'elles ne sont pas reconnues pour la lumière qu'elles ont à l'intérieur. Voilà, elles sont bonnes élèves, elles sont brillantes, elles sont jolies, et on veut les mettre dans un moule, on veut qu'elles fassent des études, on veut qu'elles soient ceci, cela. On essaye d'avoir pour elles des injonctions, et elles, en fait, elles n'ont qu'une envie, c'est de ne rien manger pour montrer, regardez, on voit mes os, regardez à l'intérieur, et en fait, elles crient la détresse de regardez ma lumière, regardez la lumière que je suis. C'est comme ça qu'on travaille sur les anorexies, c'est en faisant prendre conscience aux enfants et avec l'aide des parents, parce que très souvent, c'est l'entourage qui n'a pas vu, en fait, n'a pas compris dans quelle détresse étaient les enfants. Bon, je ne vais pas résoudre les problèmes des anorexiques en 2 secondes là, parce que c'est quelque chose qui se fait voilà, c'est un travail qui se fait en longueur et avec l'aide évidemment de la famille.
Euh, oui, il y a des femmes qui stockent au ventre pour ne pas être vues comme potentiellement fécondes peut-être aussi. Oui, il peut y avoir, en fait, tu vois, avec chaque personne, il va falloir aller décoder. Et c'est ça, en fait, que l'énergétique va permettre, c'est-à-dire que il va y avoir des endroits privilégiés pour stocker. Il y a des femmes qui stockent que aux cuisses, par exemple. Il y a des femmes qui stockent que au ventre. Il y a des femmes qui stockent que sur la poitrine ou sur le haut du corps. Il y a en morphopsychologie, moi, j'ai appris dans les formations SCAN à décoder en fait ce que c'était que le cri de la personne qui développe des rondeurs, par exemple, que dans les jambes, c'est des loyautés familiales. C'est je reste et je suis fidèle à ma famille. Donc, il y a plein de façons de décoder et en fait, chaque personne c'est bien d'aller regarder spécifiquement la personne, quelle est sa problématique, pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là, pourquoi est-ce qu'elle était comme ça à un âge et puis qu'elle est devenue comme ça à un autre âge. Donc là, oui, effectivement, il faudrait regarder au cas par cas pourquoi les personnes stockent ou pourquoi au contraire les personnes n'arrivent pas à stocker. Donc, relation nourrissante, relation épanouissante, job nourrissant, épanouissant aussi. Hein. Qu'est-ce que je viens faire? Parce que le boulot, il y a beaucoup de gens aussi qui ne se rendent pas compte que l'activité qu'ils vont avoir pendant, je ne sais pas, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, donc leur boulot, hein, en général, c'est à peu près ces proportions-là. Ben, il y a des boulots qui sont énergivores, et puis il y a des boulots qui sont au contraire, voilà, quand on est à sa place, quand on est aligné, quand on fait ce qu'on aime, et ben, comme par hasard, on n'est pas fatigué quand on a fini sa journée de travail. Au contraire, on se sent encore plus porté. On est branché à un réservoir énergétique, hein, notre feu sacré, qui est infini. Et donc, du coup, quand on est bien branché dessus, ben, on ne ressort pas de sa journée complètement épuisé. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à regarder. Est-ce que le boulot que j'ai, alors, le but, ce n'est pas de balancer son boulot parce que son boulot est énergivore, parce que bah, quelque part, si on a trouvé ce boulot-là, c'est qu'on en a aussi besoin, parce que peut-être qu'il nous rapporte, etc. Mais regardez tous les domaines de votre vie dans lesquels, en fait, vous n'êtes pas satisfait et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour récupérer de l'énergie là aussi. Dans un boulot, par exemple, qui ne nous plaît pas, il faut regarder que tout au long de la journée, il y a peut-être des parties de ce boulot-là qui nous plaisent. Il y a peut-être des parties qui sont plus plaisantes pour nous. Il y a et à ce moment-là, on peut essayer de regarder s'il y a des équipes, comment répartir au mieux pour que chacun soit content. Il y a des gens qui aiment bien être au contact des clients, il y a des gens qui aiment bien travailler dans leur coin, il y a des gens, bon, là, je vais mettre une petite touche de la méta, parce que la méta, c'est un outil qui est exceptionnel pour savoir justement où est-ce qu'on va être à la bonne place, qu'est-ce qui est facile pour nous et qu'est-ce qui est plaisant pour nous, et essayer de faire en sorte que même si on ne change pas de boulot, on puisse en tout cas être mis à contribution dans des endroits où on va non plus être plombé en énergie par ce boulot-là, mais au contraire, être nourri et donc récupérer de l'énergie en bossant. Moi, je m'en rends compte à chaque fois que j'anime des coachings de groupe, quelquefois tard, jusqu'à 10h30, 11h du soir. Et je me rends compte que derrière, je suis tellement pas fatiguée que je pourrais encore enchaîner sur une journée de boulot, tellement ça m'a remonté, tellement ça m'a rebranché à quelque chose de fort. Donc là, je récupère de l'énergie. Et donc, du coup, parce que la méta, ce n'est pas du mytho. Non, la méta, ce n'est pas du mytho. La méta, c'est vraiment quelque chose où on peut vraiment, quand on a son profil, on peut vraiment se remettre à la bonne place avec nos motivations, avec la façon de faire et dans le contexte relationnel qui est adapté à ce qui est le mieux pour nous. Donc, je sais que toi aussi, Mireille, tu connais bien la méta, non? Il me semble que c'est toi qui étais aussi en…
en formation. Oui, ouais, j'ai fait la formation Pro 1. Ok, voilà, il me semblait bien. Donc, oui, bah, oui, je finis par avoir dans mon entourage beaucoup de gens qui sont déjà intéressés ou en tout cas qui connaissent leur profil. Et effectivement, hein, c'est plus facile de se remettre derrière à la bonne place dans un boulot, dans un job et même dans un contexte relationnel aussi hein, avec les gens. Donc, ouais. Donc ce point-là, bah, ce n'est pas un détail en fait, hein, parce qu'aller bosser toute la journée pour finir épuisé et se dire n'avoir qu'une seule option le soir en arrivant chez soi, c'est de manger quelque chose vite fait qui va pouvoir, alors là sur le plan physiologique, qui va compenser des frustrations dues à notre boulot qui ne nous épanouit pas. Donc, on va manger n'importe quoi, mais derrière, ça va nous plomber encore plus, ça va nous prendre notre énergie. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir? La seule énergie qui va nous rester, c'est de se mettre dans le canapé et de zapper sur des choses qui vont être pareilles, pas du tout adaptées, parce qu'on n'a pas du tout d'énergie pour aller regarder des choses qui vont nous demander de réfléchir, qui vont nous cultiver, etc. Et là, c'est l'engrenage. C'est moins j'ai d'énergie, moins je peux faire de choses. Moins je peux faire de choses, plus je vais pas aller chercher des choses qui me nourrissent, je vais subir et je vais prendre ce qu'on me donne. En général, c'est des choses de mauvaise qualité. Et du coup, bah, c'est l'engrenage. Et à la fin, bah, voilà, il se passe 70, 75 ans et on meurt sans avoir rien fait de sa vie en se disant bah, que je suis très, très fatiguée. Donc ça, voilà, c'est un choix en même temps, hein, pourquoi pas. C'est pas celui que j'ai fait moi et c'est pas celui que je partage en tout cas aux gens qui viennent me voir. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler en fait d'énergie et de comment déjà vous pouvez actionner votre énergie de l'intérieur. C'est-à-dire en fait, vous allez attirer autour de vous des choses qui ont la même fréquence que celle que vous allez émettre. Donc déjà, ça, c'est important. Sur le plan, vous pouvez le faire en pensée. Hein, moi, je fais souvent l'analogie avec un transistor. Un transistor, c'est une petite boîte et quand vous tournez le bouton, ben, en fait, toutes les fréquences sont possibles, toutes les fréquences sont dans l'air et le transistor, en fonction du petit curseur, là où on met le curseur sur la fréquence, on va capter la fréquence à l'extérieur de lui pour faire la musique qui correspond à cette fréquence-là. Et bien nous, en fait, on est comme des transistors, on a une fréquence, on émet une fréquence et on a la main sur la fréquence qu'on veut émettre. C'est-à-dire que si je décide d'être plombé, si je décide d'avoir des pensées noires, alors si je me mets dans un contexte où c'est facile, hein, où je vais écouter des radios, des télévisions qui me déversent des choses très noires, eh ben je me mets en fait dans cette fréquence-là. Et si je rayonne cette fréquence-là, je vais attirer aussi de l'extérieur des gens qui rayonnent la même chose que moi. Donc ça, c'est très important de se dire, stop, quand on se voit tomber dans ces fréquences-là, dans ces basses fréquences, de se dire, ben non, en fait, j'ai le choix. En fait, si je suis… Alors, ça ne veut pas dire nier nos émotions, ça ne veut pas dire que quelquefois, on peut être fatigué, on peut être déprimé, et le but, ce n'est pas de se faire croire qu'on est de bonne humeur quand on n'est pas de bonne humeur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, nos pensées, on peut, une fois qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre sur le plan émotionnel, on peut décider de partir. Et en fait, vous pouvez faire l'essai quand vous vous réveillez le matin. Regardez comment vous partez le matin. Est-ce que vous partez déjà fatigué en vous réveillant? Est-ce que vous partez avec un sourire aux lèvres? Essayez de voir ce que ça donne de sourire déjà, rien que quand vous vous réveillez. Et en fait, la fréquence que vous allez émettre, si vous avez un sourire, on est déjà en vibration plus haute que si on se réveille et qu'on est comme ça. Donc en fait, et ça, vous pouvez l'actionner, hein, c'est direct. Je me vois sortir du lit dans un état de déprime et de… Voilà.
parce que j'ai des pensées, parce que j'ai pensé à des trucs, parce que voilà, c'est juste dans la tête, en fait, il ne se passe rien autour. Et je peux décider, en fait, avec quelle énergie j'arrive. Et en fait, regardez ce que ça fait avec votre entourage. Regardez, j'accueille Lydia, regardez ce que ça fait à votre entourage de rayonner, et regardez déjà dans votre entourage s'il n'y a pas des gens que vous connaissez qui sont toujours joyeux. Et regardez l'impact que ça a sur vous d'être en contact avec des gens qui sont joyeux comme ça. Et donc, dites-vous que vous pouvez aussi être cette personne joyeuse, cette personne de bonne humeur, qui va répandre la bonne humeur, qui va rayonner une fréquence haute, alors peu importe la valeur de la fréquence, mais qui va rayonner des choses et qui va bip, 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 arriver sur des choses de même fréquence qui vont nous revenir. Donc, en fait, switcher déjà ça, c'est récupérer de l'énergie. Parce que vous allez voir qu'autour de vous, vous allez avoir beaucoup plus de gens positifs, de gens qui vont nourrir du coup en retour votre personnalité. Et c'est un moyen de récupérer de l'énergie. Donc, le transistor, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est l'écho. Quand vous êtes dans une montagne ou s'il y a un grand creux, vous savez bien que quand vous criez, en fait, ça vous revient. Donc, en fait, tout ce que vous allez rayonner va vous revenir à un moment ou à un autre. En fait, ça part, et puis une fois que ça a touché un mur ou une personne, hop, ça revient. Donc, ce que vous émettez, ce que vous semez, vous allez le récolter derrière. Donc, quand on prend conscience de ça, on fait attention à ce qu'on sème. Et si on sème des choses positives, on va récolter des choses positives. Ça va de soi, c'est dans l'ordre des choses. Alors, les relations autour de nous. Alors, voilà, si on change beaucoup de fréquence, notre vie devient instable. Alors, pourquoi tu dis ça? En fait, on peut changer de fréquence. Et en fait, c'est un jugement de dire que c'est instable. Tu peux changer de fréquence. C'est toi qui décides en fait la fréquence que tu veux avoir. Tu vois? Et en fait, si une personne autour de toi, par exemple, change de fréquence souvent, tu n'es pas obligé d'être impacté. C'est toi qui décides en fait ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Tu vois? Mais toi, tu peux changer de fréquence. Tu peux aussi passer des moments calmes, des moments où tu te reposes, des moments et tu changes de fréquence en faisant ça. Et ce n'est pas forcément être instable, c'est juste écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Je disais que le but, ce n'était pas de se faire croire que tout allait bien. Le but, c'est de vivre ce qu'on a à vivre. En fait, plus on va bloquer nos émotions, et ça, c'est aussi un moyen de récupérer de l'énergie, c'est que plus on va bloquer nos émotions, en fait, elles vont être en attente, elles arrivent vers nous. Et le seul but des émotions, les émotions sont des indicateurs. Une émotion qui arrive, c'est un indicateur qu'il y a un besoin chez nous qui n'est pas en équilibre. Donc, si on a une émotion, déjà, on la vit, on la traverse, on ne la bloque pas. Si on la bloque, en fait, elle reste en attente, elle se cristallise, et en fait, c'est de l'énergie qui est mobilisée. Donc, plus on va bloquer nos émotions, plus on va se priver de notre énergie, et plus on a de manteaux de cristallisation d'énergie autour de nous, plus on est privé de notre énergie. Donc là-dessus, on va pouvoir jouer en réapprenant à vivre nos émotions au présent, donc à libérer, à vivre nos tristesses, à vivre nos colères, à vivre nos peurs, à les exprimer pour qu'elles nous traversent, qu'elles nous indiquent quel était le besoin qui n'était pas en équilibre. Si j'ai peur, c'est peut-être qu'il y a un danger. S'il y a un danger, voilà, s'il y a un bus qui passe, je recule. S'il y a un lion, je cours. Voilà, je dis n'importe quoi. Mais en fait, si j'ai peur, c'est parce qu'il y a, par exemple, peut-être mon besoin de sécurité qui n'est pas respecté. Donc,
l'invitation, c'est de me poser une action pour remettre mon besoin en équilibre et pour qu'il n'y ait plus besoin que l'émotion me fasse toc, toc, toc. Sourire et danser, oui, c'est une super façon d'augmenter sa fréquence. Et en fait, chacun peut trouver des façons qui sont… il y a des gens qui aiment beaucoup méditer, il y a des gens qui détestent méditer, il y a des gens qui aiment bien danser, il y a des gens qui détestent danser. Voilà, chacun, sourire, c'est un petit peu universel, mais voilà, chacun peut faire des choses adaptées. Le but, ce n'est pas de se dire ah ben voilà, ce qui a marché pour elle ou pour lui, c'est ça, donc moi je vais faire ça aussi. Le but, c'est d'être connecté à ce qui est bon pour moi. Il y a des choses qui sont bonnes pour mon entourage, il y a des choses qui sont bonnes pour mes amis, il y a des choses qui sont bonnes pour moi et ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, plus on va être connecté à notre corps, plus on va être à l'écoute de notre corps, et plus ce sera facile de se dire « Ah oui, oui, ça, voilà, j'ai eu l'inspiration par un tel que ça, c'était bien pour elle ou pour lui. Je vais tester sur moi et si ça me convient, je prends. Si ça me… ok, Nadège. Si ça ne me convient pas, eh ben je lui laisse, en fait. Et je ne suis pas obligée de me plier à ce qui fait du bien à un tel ou à une telle, mais je suis à l'écoute de ce qui me fait du bien à moi pour remonter mon énergie à moi. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que c'est assez fluide dans le chat, c'est assez facile de regarder. Oh. Alors, il y a aussi une façon, en fait, de modifier notre propre énergie pour attirer autour de nous des choses qui sont plus plaisantes que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper bluffant quand on teste ça, de voir l'impact qu'on a sur les autres. Les autres, en fait, on croit qu'on n'a pas d'impact sur notre entourage, on croit que l'humeur des autres, que la facette que l'autre me propose, ben, je n'en suis pas responsable. Or, en fait, on est aussi capable de modifier nous-mêmes notre énergie pour que l'autre, pour permettre à l'autre, en fait, de nous proposer des facettes plus agréables que celles qu'on avait et qui nous plombaient jusqu'ici. Et ça, c'est aussi une façon de reprendre sa responsabilité. Hein. C'est une façon d'ouvrir, en fait. Si je m'attends à ce que l'autre soit désagréable, si je m'attends à ce que l'autre soit en colère, eh ben, qu'est-ce que je propose à l'autre? En fait, je le fais passer par ce pont-là et je l'empêche, en fait, de venir vers moi avec autre chose que ça. Et du coup, il n'est pas capable de me montrer autre chose. Alors que si je me considère moi-même comme multifacette, c'est-à-dire qu'en fait, je peux être agréable, mais je peux être désagréable. Je ne vais pas me faire croire que non, moi je suis que agréable, souriante, etc. Non, moi aussi j'ai le droit d'être une peau de vache, moi aussi j'ai le droit d'être une menteuse, moi aussi j'ai le droit d'être en colère, moi aussi. Et je ne vais pas renier toutes ces facettes-là. Je suis multifacette et je me sers de celles que j'ai envie. Et aujourd'hui, si j'ai envie d'être désagréable avec tout le monde, eh ben, j'ai le droit d'être désagréable avec tout le monde. Après, je regarde ce que les autres vont me renvoyer d'avoir été comme ça. Et si je n'ai pas aimé ce que les autres m'ont renvoyé, bah demain, au moment de sortir ma facette, je ne vais pas décider de ressortir la facette de « je suis désagréable avec tout le monde ». Voilà, j'ai fait l'expérience. Mais en fait, j'ai la possibilité tous les jours de faire l'expérience de moi dans la facette que j'ai envie. Donc, je peux être agréable et je peux me voir sous n'importe quelle facette et je peux décider, c'est surtout ça qui est important, je décide aujourd'hui quelle facette je veux sortir, je veux exprimer. Mais je peux aussi permettre à l'autre, je peux le voir comme aussi un ou une multifacette et en fait ne pas le figer dans une facette. S'il m'a montré toujours la même facette et qui était désagréable, c'est parce que je ne lui ai permis que de me montrer cette facette-là.
Et je suis responsable de ça aussi. Donc, si j'ouvre et que je lui permets, en fait, d'être aussi des facettes agréables, si je crois en son potentiel, avant même qu'il me l'ait montré, je lui permets, en fait, de montrer ça. Et ça, en fait, pour récupérer des relations nourrissantes et pour remonter votre niveau d'énergie, ben, vous avez juste à ouvrir, en fait, en énergie ce que vous pouvez, ce que l'autre a le droit de vous proposer, et vous verrez que l'autre va vous proposer autre chose. C'est bluffant, et je ne le dis pas, ce n'est pas un concept, voilà, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je ne vous demande jamais de me croire sur parole de toute façon. Mais moi, je l'ai vérifié, c'était spectaculaire avec mon fils, que je ne considérais que comme quelqu'un en colère et toujours. Et je voyais bien, en fait, que quand il n'était pas dans mon entourage, il était drôle, il était joyeux, etc. Et puis, quand il revenait à la maison, moi, je l'avais enfermé, j'avais décidé, en fait, il m'avait montré ça, et je l'avais enfermé dans cette facette-là. Le jour où j'ai ouvert, eh ben, il m'a montré, en fait, toutes les autres facettes, et aujourd'hui, il ne me montre quasiment plus que ces facettes-là, parce que j'ai permis ça. Donc, regardez ce que vous avez dans votre énergie, ce que vous ouvrez, ce que vous permettez à l'autre, et là, vous allez avoir des relations plus nourrissantes, et du coup, votre énergie, c'est une façon aussi de récupérer de l'énergie. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre ? Oui, alors, à quoi ça va servir, en fait, d'avoir de l'énergie, hein? Parce qu'effectivement, si on veut passer sa vie sur le canapé, métro, boulot, dodo, ou avoir une vie plate, on a le droit, hein, mais on vient faire notre expérience sur Terre et on a le droit de la faire comme on l'entend. Mais on peut aussi décider d'avoir de l'énergie pour pouvoir faire plein de choses. Et faire plein de choses derrière, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que j'ai envie, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et en fonction de ce que j'ai envie de vivre, je vais aussi pouvoir vivre ce que je veux vivre en… Coucou Lydia. Alors, attends, je vois qu'elle… Coucou. Avant de continuer, je vais peut-être déjà lire que le meilleur de moi sortait… Cause d'urgence, ça paraît faux, je ne sais pas. Alors, que le meilleur de moi sortait… À cause… Alors, attends, je n'arrive pas à la lire, la lire correctement, la phrase là. Est-ce que tu peux essayer de me la dire, Asma? Oui, je disais quand tu disais que il y a des gens qui nous font, enfin, je sais plus comment c'était, mais en gros, l'idée c'est que des facettes de nous pouvaient ressortir au contact d'autres personnes. Ouais. Donc, je disais certaines personnes font ressortir le pire de soi et Oui. d'autres, Mireille disait le meilleur aussi de soi. Et, et là, je disais que quand c'était le meilleur de moi qui ressortait au contact d'autres personnes, ça me paraissait faux. Je sais pas Ok. pourquoi. Ok. Alors, tout va dépendre, en fait, de la façon dont tu te perçois. Si toi, tu t'identifies à certaines facettes et que tu as envie de t'identifier à tes plus mauvaises facettes, à celles que tu n'aimes pas, c'est un choix aussi. Mais quelle que soit l'identification que tu vas faire, il y en a une qui va te servir et l'autre qui va te desservir, en fait. Tu n'es pas plus l'une que l'autre. C'est toi qui décides à chaque instant laquelle tu veux sortir. Alors, c'est vrai qu'il y a des facettes, des vilaines facettes qui vont avoir tendance à sortir toutes seules plus facilement parce qu'on va avoir des blessures. Et l'autre, en fait, au contact de nous, va mettre le doigt sur nos blessures et va faciliter, en fait, la sortie de nos vilaines facettes. Et en même temps, c'est pour nous permettre, en fait, de les transcender, pour nous permettre de les guérir. Quelqu'un et plus les gens nous sont proches, hein, nos enfants, notre conjoint, sont des gens qui savent appuyer sur les boutons pour faire sortir, en fait, pour appuyer sur nos blessures. Et donc, plus les blessures vont sortir, plus
ça veut dire qu'elles vont être mûres pour être travaillées et pour pouvoir être guéries, en fait. Donc, c'est quelque part, moi, c'est ce que je me dis à chaque fois que je vois qu'il y a des choses qui reviennent. Je me dis, au lieu de me dire, ah bah merde, fait suer, ça y est, encore cette blessure qui revient. Alors, ça peut être la trahison, ça peut être l'abandon, ça peut être l'injustice, ça peut être, voilà, il y en a plein. Il y a les 5 blessures, hein, dans le bouquin de Lise Bourbeau, il y a 5 blessures. Il y a aussi une blessure d'abus qui existe aussi et qui n'est pas dans ces 5-là. À partir du moment où je me dis, chouette, voilà, on peut décider de se dire, bah voilà, ça y est, allez, encore l'abandon qui revient, et vas-y, et je suis sûre que l'autre aussi va me montrer que va me faire souffrir à ce niveau-là, et qu'il va m'abandonner, et ceci et cela. On peut le voir comme ça, ou alors on peut décider que, oh ouais, chouette, là, moi, maintenant, c'est ce que je fais, depuis que j'ai compris que c'était comme ça que ça fonctionnait, bah voilà, j'actionne, en fait, je me dis, ouais, chouette, la blessure est réactivée, ça veut dire que je vais pouvoir travailler dessus. Et là, on peut appliquer tout un tas d'outils énergétiques pour aller guérir la blessure. Donc ça, bon, ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir, mais c'est aussi une façon de récupérer de l'énergie. Alors, qu'est-ce que je voulais? Je regarde, donc c'était… Est-ce qu'il est responsable? Alors, mais c'est comme si c'était toi qui étais responsable de la facette colérique de ton fils, alors qu'il est responsable de sa propre facette. Il est responsable de sa propre facette, mais si en ma présence, il ne peut sortir que celle-là, je suis responsable. Parce qu'en fait, il n'est pas que ça. Il a le droit, en fait. Et c'est ce que je fais, moi, avec sa facette, qui me met en responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, s'il me sort sa facette colérique, admettons que, voilà, il a envie de me la sortir quand même. Tu vois, moi, j'ai ouvert, je sais qu'il peut être drôle, mais je sais qu'il peut être colérique, et j'ouvre tout, donc il peut être tout. Il a le droit d'être colérique. Après, si sa colère vient appuyer sur une blessure chez moi, alors je vais pouvoir faire un travail sur moi. Si j'ai fait tout le travail de nettoyage de mes blessures, le jour où il va sortir sa facette colérique, il n'a aucun impact sur moi. Je peux rigoler de sa colère. Quelqu'un qui arrive et qui me gueule dessus, je peux rigoler, en fait. Je peux lui rigoler au nez. Je peux lui dire Tu vois, en fait, qu'est-ce que je fais avec ce qu'il me présente? Et derrière, il ne va pas me la présenter de manière récurrente s'il voit qu'il n'a pas d'impact sur moi. Tu vois, c'est un peu ça, en fait, l'idée. Mais en fait, il a le droit de continuer à me présenter que ça, s'il veut. Mais en général, quand toi, tu ouvres, tu constates que l'autre ne te présente plus que ça. Et du coup, ça fluidifie, en fait, les relations. Et quand tu aides, quand tu permets aux autres de sortir leurs belles facettes en ta présence, mais c'est quand même très riche sur le plan relationnel. Tu vois, c'est mieux dans un échange relationnel d'être capable de faire sortir les belles facettes de l'autre. Tu vois, quelqu'un vers qui tu vas en lui disant qu'il est formidable, bah, tu lui valides, enfin tu le valides là-dedans et tu lui permets de te prouver qu'il est formidable, tu vois. Tu voulais dire quelque chose? Oui, et si par exemple en face, j'ai une personne qui me fige dans une facette et que j'ai pas envie d'être enfermée dans cette facette, est-ce que ça marche si je «force» entre guillemets à montrer que j'ai d'autres facettes? Bien sûr. Est-ce que ça marche pas ou pas? Ah d'accord. Si, tu peux sortir toutes les facettes que tu veux et l'autre, s'il est Mmh. fermé dans son truc, peut-être qu'il ne te verra pas, mais toi, ça n'empêche que Mmh. tu peux rigoler. Tu vois, si l'autre te fige dans ta facette de la colère, bah, tu peux lui prouver qu'en fait, lui, il te fige là-dedans. Et puis, au bout d'un moment, il va bien être obligé d'ouvrir parce que tu vas rigoler tout le temps en sa présence. Tu vois, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, il faut comprendre qu'on a aussi la main sur proposer à l'autre de faire autre chose. Ça marche dans l'énergie, si tu veux, et ce n'est pas du pouvoir que tu as sur l'autre. Évidemment, tu ne le fais pas si quelqu'un te présente toujours sa belle facette et toi tu ouvres en disant j'aimerais bien qu'il me propose aussi sa facette de la colère et je vais aller le piquer pour lui faire sortir cette facette là, tu vois, c'est pas ça le but, mais en fait tu fais ce que tu veux, en fait tu fais ce que tu veux de toi, tu exprimes la facette que tu as envie d'exprimer. Si tu vois que c'est toujours des facettes que tu n'aimes pas qui sortent
c'est qu'il y a une blessure quelque part. Donc là, l'invitation, c'est d'aller la nettoyer. Et si tu permets aussi à l'autre de sortir toutes ses facettes, bah, voilà, ça devient quand même plus fluide, le relationnel. Et du coup, un relationnel qui est riche comme ça, bah, c'est tout de suite, c'est de l'énergie, tu vois, c'est pas quelque chose qui te plombe, c'est pas quelque chose qui vient de plomber. Alors, des relations fluides, tout de suite, ça rehausse ton énergie. Et c'est le point que je voulais soulever là, puisqu'on est en train de chercher des clés pour récupérer de l'énergie ce soir. OK. Alors, ce que je voulais vous partager aussi sur l'énergie, c'est mettre le doigt sur le côté, en fait, énergétique. Nous, en fait, on est dans un monde de matériel. Hein, voilà, ça, j'ai un stylo, j'ai tout un tas de choses autour de moi qui sont des choses matérielles. Moi, j'ai un corps physique, hein, c'est voilà, c'est de la matière. Mais je suis beaucoup plus que ça. Je suis énergie aussi. Et c'est moins palpable, donc on a tendance à s'identifier à notre partie physique plutôt qu'à notre partie énergétique. Mais en fait, notre partie énergétique, elle est très, très importante et on a de quoi jouer sur cette partie énergétique aussi pour récupérer de l'énergie dans notre corps physique aussi. Donc, à l'intérieur de nous, il y a de l'énergie qui circule. Si cette énergie ne circule pas bien, bah, les organes, ils vont être fatigués et on n'a pas d'énergie non plus. Donc, c'est intéressant aussi d'actionner ces leviers-là, c'est-à-dire alors si on, je ne sais pas si vous connaissez la réflexologie plantaire ou la réflexologie dans la main. En fait, on a à l'intérieur de nos mains, à l'intérieur sous nos pieds, sur nos pieds, des points qui représentent tous les organes de notre corps et on peut activer aussi sur le plan énergétique nos organes pour fluidifier, en fait, pour faire circuler l'énergie au niveau de nos organes. Et une fois que l'énergie circule, bah, l'organe, en fait, il ne va pas accumuler de déchets. Si l'énergie circule, hein, c'est un peu comme dans une pièce qui est bien aérée, bah, il n'y a pas de choses qui vont stagner, il n'y a pas de poussière qui va stagner, ça va être fluide et ça va être propre et ça va fonctionner correctement. Et du coup, vous allez avoir plus d'énergie. Donc ça, c'est j'actionne en fait le côté énergétique pour redonner en fait de l'énergie à mon corps. Et puis, un autre levier, c'est détoxifier en fait. Détoxifier en fait sur le plan physiologique et sur le plan énergétique et sur le plan relationnel et sur le plan de mes pensées, supprimer de mon environnement toutes les choses qui plombent mon énergie. Donc, la détox, en fait, physique et psychologique se font l'une en combinaison avec l'autre. Hein. Quand on actionne l'une, on joue sur l'autre. Et un levier qui est, voilà, moi, c'est le levier, en fait, pour moi, le plus important, c'est de bien comprendre que si vous détoxifiez votre corps, donc si vous nettoyez votre corps de l'intérieur, alors sur le plan physiologique et sur le plan énergétique, vous allez désencombrer aussi votre psychologique et vous allez pouvoir guérir vos blessures. Donc, en fait, les blessures et le corps, et pour répondre à la question que tu me posais au début, Asma aussi, quand on va nettoyer nos blessures. Par exemple, les personnes qui prennent du poids, alors je sais que ce n'est pas ton cas, mais c'est plus parlant avec ces personnes-là. Quelqu'un qui va prendre du poids, en fait, qui va avoir une blessure, qui va avoir besoin de se protéger et du coup, qui va manger des choses, qui va stocker des choses pour se protéger, et bien, quand elle va guérir sa blessure qui lui demandait de se protéger, et ben, donc elle va guérir sa blessure sur le plan psychologique, et ben, sur le plan physiologique, le stockage va disparaître. Et quand on actionne, quand on déblaye en fait sur le plan physique aussi, eh ben, on a tout de suite le travail sur la blessure psychologique qui se fait de lui-même. Je vais vous donner un exemple parce que c'est peut-être plus parlant avec un exemple. Moi, je sais que j'ai découvert en fait les lavements au café. Donc, le lavement au café, c'est
une technique, c'est la technique la plus puissante que je connaisse pour détoxifier notre corps. On détoxifie notre côlon, mais on désengorge, on aide le foie, en fait, qui est l'organe central de la détox dans le corps. Et j'avais entendu parler de cet outil-là, et ça faisait plus d'1 an que j'en avais entendu parler, et je n'arrivais pas à passer à l'action, il y avait pas eu de déclic. Et puis, le jour où j'ai commencé à apprendre à travailler sur mes blessures émotionnelles, à faire des transmutations énergétiques, à faire des fluidifications des émotions passées, eh bien, à partir de ce jour-là, donc j'étais en train de travailler sur le côté psychologique, c'est devenu comme une évidence qu'il fallait que j'aille faire un nettoyage sur le plan physiologique aussi. Et donc, du coup, je me suis rendu compte, et au moment où j'ai fait ce nettoyage-là, il y a tout un tas de choses qui sont apparues dans mes pensées, dans mes émotions, et j'ai vu en fait que j'étais en train de travailler sur des choses anciennes. Donc, à la fois, je travaillais sur le psychologique, qui m'a donné l'opportunité d'aller nettoyer, parce qu'en fait, nos blessures psychologiques, elles sont engrammées dans notre corps. Soit elles sont engrammées avec des choses qui sont stockées, soit elles sont engrammées avec juste de l'énergie, en fait. Et je pense que les personnes comme toi ou comme moi, Asma, qui au contraire, on ne stocke pas, mais qui au contraire, on se creuse parce qu'on est plutôt maigrichonne, mais il y a de toute façon de la blessure qui nous empêche de prendre du poids. Et en fait, quand on va nettoyer sur le plan psychologique, on permet un nettoyage physiologique. Et quand on fait le nettoyage physiologique, on facilite aussi le nettoyage psychologique. Donc, du coup, et ça, pour moi, c'est le levier central, travailler sur l'un et sur l'autre en parallèle. Alors, évidemment, le but, ce n'est pas d'aller faire, allez, je vais faire tout le nettoyage psychologique ou alors je vais faire tout le nettoyage physiologique, parce qu'il faut que l'autre versant puisse suivre. Donc, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Et moi, je vois, en fait, plus je travaille sur l'un, plus ça facilite le travail sur l'autre. Et donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, faire du ping-pong entre l'un et l'autre pour faciliter. Et ça, je ne connais pas d'autres techniques plus flagrantes pour récupérer de l'énergie. Parce que tout ce qui était blessure mobilise en fait notre énergie. Et quand on s'en libère, ben, en fait, c'est de l'énergie qu'on récupère. Et derrière, on n'a pas besoin de dormir autant. On dort 5-6 heures par nuit et on n'est pas fatigué. Alors qu'on pouvait dormir 8 heures, 9 heures, même des fois se réveiller fatigué après. Parce qu'en fait, on a une quantité d'énergie à dépenser dans la journée, et si on a très peu d'énergie, voilà, arrivé en début d'après-midi, il n'y en a plus. Alors que si on en a une grande quantité, voilà, on n'a pas besoin de dormir énormément, on va avoir un sommeil de courte durée, mais qui va être très réparateur, parce qu'on a pris la peine de ne pas mettre dans notre corps des choses qui plombent aussi, qui demandent de l'énergie. Parce que si on met dans notre corps des choses qui plombent, qui demandent beaucoup d'énergie pour être évacuées, pour être digérées, pour être stockées, etc., c'est de l'énergie qu'on n'a plus disponible pour pouvoir vivre le reste de la journée. Et donc, voilà, après le repas de midi, il n'y a plus rien, et tout l'après-midi, on est zombie. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, il y a des gens qui n'ont plus assez d'énergie. Et quand on se libère en fait de nos blessures émotionnelles, on récupère de l'énergie. Donc, quand on travaille aussi sur la fluidification des énergies, des émotions passées, quand on apprend à vivre les émotions au présent, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je suis confrontée à quoi? À une situation qui me rend triste. Qu'est-ce que je fais de ma tristesse? Je la stocke, je me dis on verra plus tard, et puis plus tard, il n'y a pas, donc j'en ai une autre, et je la stocke, et à la fin, je me retrouve avec de l'énergie stockée et qui n'est pas disponible pour moi. Alors que si aujourd'hui, j'ai une tristesse à vivre, je la vis. Vivre sa tristesse, ça veut dire pleurer, ça peut être… il y a plein de façons d'aller vivre ses émotions. Si j'ai de la colère, je la sors. Je n'ai pas sorti mon coussin pour vous montrer comment on libère son énergie sur un coussin. Mais voilà, moi, je tape sur un coussin ou je tape dans le vide. Voilà. Et là, comme ça, je libère ma colère.
autrement que sur quelqu'un, parce que ça ne soulage pas déjà de la sortir sur quelqu'un. Mais voilà, j'ai une émotion qui se présente, je la vis. Que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la peur, que ce soit de la joie aussi. Il y a des gens qui ne savent pas vivre leur joie. Voilà, une émotion au présent, ça se vit. Et du coup, je n'ai pas d'énergie qui est mobilisée pour ça. Une émotion passée, quand voilà, mon passé, il est ce qu'il est, on ne juge pas, c'est fait, c'est fait. On fait ce qu'on a à faire en fonction de ce qui est dans notre vie passée. Et on peut aller fluidifier tout ça pour récupérer l'énergie que ça a mobilisée et derrière, voir, constater en fait qu'on peut dormir 5-6 heures et avoir de l'énergie jusqu'à 11 heures, minuit et ainsi de suite tous les jours. Voilà. Et donc là, comme ça, on récupère beaucoup d'énergie. Voilà, il y avait encore… Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, là, je ne vois rien, mais dites-moi si vous en avez. Vous pouvez me couper, prendre la parole. Et sinon, je vais vous partager une dernière chose. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Par rapport à quand on fait ressortir, chacun a sa manière de vivre sa tristesse ou une émotion, mais quand ça devient une habitude de vivre, c'est censé être naturel déjà, mais si c'est une habitude, ça devient un chemin neuronal habituel, est-ce que ça peut devenir toxique? Je ne sais pas comment expliquer. Alors, un chemin neuronal, en fait, c'est celui que tu as créé. Voilà, c'est l'autoroute, en fait, que tu as créée. Et en fait, pour se débarrasser de ça, le mieux, c'est de créer un autre chemin. Et consciemment, de décider que tu mets un autre chemin. Et c'est lui, en fait, qui va devenir l'autoroute privilégiée. Et ça se travaille. Tu vois, il y a des outils énergétiques pour justement switcher, faire comprendre à ton corps qu'il n'y a pas, notamment, c'est l'exercice des expiations, en fait. C'est une expiation, c'est un outil énergétique sur lequel tu te vois toujours faire tel type de réponse et tu n'as pas la main là-dessus, en fait. C'est comme si tu étais en haut d'un toboggan et que ton système n'a qu'une issue, c'est de glisser sur le toboggan. Et en fait, cet outil-là, en posant quelques phrases et en accueillant ce qui est là, en assumant en fait qu'aujourd'hui, tu en es là, c'est de décider en fait que tu vas faire autrement. C'est-à-dire que tu es en haut du toboggan et tu décides que tu vas t'arrêter en haut du toboggan. Alors peut-être que la première fois, tu vas te voir glisser sur le toboggan, ça sera trop tard. Tu seras déjà en bas du toboggan en disant « mince, c'est pas comme ça que je voulais agir ». Et la fois d'après, tu es déjà en train de glisser quand tu t'en aperçois. Et puis la troisième fois, tu es encore en haut du toboggan et tu peux te retenir et ne pas glisser et décider consciemment de faire autre chose. Et là, en fait, faire autre chose, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être chanter une chanson, ça peut être, tu vois, ça peut être faire… mais en fait, l'intérêt dans cet exercice-là, c'est de faire comprendre à ton système qu'il n'y a pas qu'un seul toboggan. Et quand tu préviens ton système qu'il y a une autre alternative, même si l'alternative, tu vois, elle n'est pas du tout efficace pour régler la situation dans laquelle tu es. Mais ton système, il a compris qu'il n'y a pas que le toboggan qui existe. Parce que pour l'instant, il n'avait pas d'autre choix que de glisser sur ce toboggan-là. Si tu lui fais comprendre qu'il y a déjà autre chose, tu peux chanter, danser, même si ça ne résout pas le problème, il a compris qu'il y avait autre chose, donc il est ouvert. Et la troisième fois, ou la fois d'après, tu peux consciemment mettre en place quelque chose qui est adapté à la situation qui se présente et ne pas glisser sur ton toboggan ancien. Et donc, du coup, tu remets, en fait, tu permets, c'est comme si tu étais dans un circuit, dans une plaine de neige, tu as un chemin tout tracé où tout le monde passe là-dedans, donc ça, c'est ton toboggan. Et en fait, toi, tu décides de faire des traces dans la neige fraîche ailleurs. Et après, consciemment, tu vas sur ce chemin-là. Et finalement, ce chemin-là, ça devient le chemin, ça devient l'autoroute neuronale, en fait. Et puis l'autre, la neige, elle finit par retomber dessus et il n'existe plus et c'est de l'histoire ancienne.
Et c'est comme ça qu'on fait. Et voilà. Et aller nettoyer nos blessures, parce que nos blessures, en fait, elles nous font sortir toujours sur le même chemin. Évidemment, c'est ça le propre des blessures, mais on a la main aussi là-dessus avec tout un tas d'outils énergétiques. On peut se libérer de ça. Et du coup, quand on se libère de ça, on récupère de l'énergie, beaucoup d'énergie même. D'accord, merci. Ok, avec plaisir. Alors, autre chose que je voulais vous partager avant la fin, quelle heure il est 20h30. Je voulais vous partager en fait quelque chose qui concerne le déroulé en fait de la création des choses dans la matière. Et en fait, attirer votre attention sur le fait que tout ce que vous avez créé aujourd'hui dans la matière, vous l'avez créé énergétiquement avant de le créer matériellement. C'est-à-dire que le décor, les gens autour de vous, votre maison, vos habits, voilà, tout ça, ce sont des choses que vous avez créées. Alors, quelquefois, on les a créées inconsciemment parce qu'on ne voulait pas que ce soit comme ça. Et en fait, c'est comme ça. Et c'est notre énergie, en fait, qui était ouverte, mais notre énergie inconsciente qui a créé ça. Et aujourd'hui, on nous présente ça. Et si on veut changer le décor, si on n'est pas content du décor qu'on a actuellement, si on veut le changer, il faut changer juste en fait la posture énergétique pour créer autre chose. Et en fait, quand vous créez quelque chose dans la matière, vous l'avez d'abord créé en énergie. Donc, vous le créez en fait dans votre tête. Vous décidez que, voilà, j'ai une maison à rénover. Elle est encombrée, elle est pleine de poussière, il faut refaire les murs, il faut mettre des nouveaux vitrages, etc. Donc, en fait, votre maison, elle existe dans cet état-là aujourd'hui, et dans votre tête, vous visualisez énergétiquement comment elle va être, votre maison. Et là, en énergie, vous l'avez déjà créée, la belle maison, avec le tout débarrassé, avec les murs repeints en blanc, avec les poutres repeintes couleur bois, etc., avec des nouveaux vitrages, etc. Et avant même de l'avoir créé dans la matière, vous l'avez créé dans votre tête. Vous l'avez créé en énergie. Et c'est parce que vous l'avez créé en énergie que vous allez pouvoir le matérialiser en vrai. Parce que dans votre énergie, vous l'avez visualisé comme ça, donc vous allez mettre en place des choses pour aller acheter les matériaux pour pouvoir créer dans la matière cette chose-là. Et donc, en fait, c'est pareil pour tout. C'est pareil, tout ce que vous voulez obtenir dans la matière, en fait, il suffit de le préparer énergétiquement. Et une fois que vous l'avez préparé énergétiquement, dans votre tête, en fait, les neurones de votre tête vont avoir compris que ce que vous avez préparé dans l'énergie, c'est important pour vous. Et donc, vous allez marcher dans un décor où votre attention va être focus sur tout ce qui va avoir un lien avec ce que vous avez préparé en énergie, parce que c'est ça que vous voulez. Parce que c'est important pour vous, vous allez voir les chemins et vous allez, en fait, vos neurones vont vous mener sur les chemins qui mènent à la matérialisation physique de ce que vous avez préparé en énergie. Donc, vous avez un impact, vous, dans ce que vous décidez de créer en énergie d'abord. Et vous voyez bien que si vous dites, par exemple, oh là là, mais oui, mais dans cette relation, oh là là, je suis sûre que, je dis n'importe quoi, mais je suis sûre que cette personne-là, elle va crier quand elle va voir que j'ai fait ça. Et là, vous êtes focus sur cette personne-là en train de crier et vous en avez tellement peur, vous l'avez déjà bien préparée en énergie et comme par hasard, vous arrivez devant elle et elle va faire exactement ça dans la matière. Alors que vous auriez très bien pu créer autre chose dans l'énergie. Alors après, la personne elle a le droit aussi de faire ce qu'elle veut. Mais regardez comment vous avez préparé la chose et regardez ce qui se matérialise derrière, parce qu'en général, ce qu'on a préparé dans l'énergie, c'est ça qui va se matérialiser derrière. Et là, la boucle est bouclée parce qu'en fait, vous avez préparé dans l'énergie quelque chose qui va vous satisfaire dans la matière et qui va encore vous nourrir en énergie, qui va vous apporter de l'énergie et qui va remonter encore votre niveau d'énergie.
C'est comme ça que les tragédies arrivent, c'est parce que c'est imaginé en énergie avant. Bah, ça peut, ça peut. Quelqu'un qui a peur que son enfant tombe. Moi, je n'avais pas conscience de ça quand mes enfants étaient petits et j'imaginais toujours des catastrophes quand ils étaient. Et je voyais d'autres mamans, j'avais une copine notamment qui laissait grimper son fils partout et qui avait tellement confiance en son fils que son fils, il était devenu très agile. Et moi, avec ma peur, j'empêchais mon enfant. Et puis, quand il le faisait, eh ben, je dis, oh là là, j'avais peur. Et puis, finalement, il se cassait la gueule. Je dis, bon, je dis n'importe quoi, mais donc, effectivement, c'est notre attitude qui va créer en fait les choses qui vont arriver ou des bonheurs. Voilà, justement. Oh, coucou Chloé. Coucou Chloé. Trop mignonne, trop mignonne. C'est évidemment, le but, c'est de les créer en énergie sur ce qu'on veut pour arriver, donc des bonheurs. Hein. On va pas se souhaiter des catastrophes, mais savoir qu'on a la main là-dessus, en fait. Parce qu'en énergie, voilà, on peut décider. Hein. Je peux décider que ça soit un succès. Et puis, je peux avoir tellement peur de l'échec que derrière, je mets en place un échec. Et là, je l'aurais créé en fait en énergie. Et les gens qui disent oh là là, mais tu devrais pas faire ça, c'est hyper dangereux. Oh là là, je suis sûre qu'il va arriver un malheur. Bah, exaucé, voilà, il arrive un malheur derrière parce qu'en fait, la personne l'a tellement créé en énergie que derrière, ça arrive parce qu'il était vraiment bien préparé le chemin. Donc après, on a tous une façon de préparer les choses. Et moi, je suis persuadée que pour créer un avenir sur la Terre au niveau planétaire, si on est tous focus sur un monde merveilleux dans lequel on veut vivre, ben on va le créer, ce monde-là, en fait. Parce qu'avec l'énergie d'une personne plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus tous les milliards d'individus qu'on est sur Terre, si on est tous focus sur ouais, ça va être génial, et ben on a plus de chances de créer ça dans la matière parce qu'on l'aura bien préparé dans l'énergie. Alors que ceux qui se focalisent sur les catastrophes, sur le monde, oh là là, mais le monde, il est pourri aujourd'hui, oh là là, et regardez, je suis sûre que aussi là, ça va être une catastrophe, et ben voilà, on est en train de préparer collectivement les catastrophes parce que tout le monde est focus sur les catastrophes. Voilà, je pense. Ouais, je voulais partager que maintenant que j'ai raccroché à ce que vous, ce que vous étiez en train de dire. Je voulais partager que j'étais, moi, cette maman qui laissait ses enfants grimper partout, alors que je voyais des mamans au parc qui couraient derrière sous la structure. Ah, voyons, tu vas tomber et tout. Et moi, j'essayais de leur dire, mais non, laissez-le. S'il le sent, il va y aller. S'il ne le sent pas, il n'ira pas, quoi. Mais c'est ça. Mais moi, alors, j'avais la chance d'avoir le père de mes enfants qui, lui, n'est pas stressé pour rien. Même, mais à l'époque, je lui disais, mais tu es inconscient. Tu les laisses jouer comme ça au bord de l'étang sans leur tenir la main. Il me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Il ne va pas sauter. Il ne va pas sauter, le gosse. Et si jamais il saute, bah, je suis là pour le récupérer. Mais moi, voilà. C'est comme ça que je réfléchissais aussi. Et j'ai eu quelquefois des retours de grands-parents dans un coin qui regardaient le petit enfant et qui me disaient « Ah ouais, j'aime bien comment vous faites avec vos enfants ». Et au contraire, j'ai eu aussi d'autres personnes qui, à certains moments, alors que j'étais derrière mon enfant, en train de me dire que si jamais il y avait un problème, je pouvais intervenir. Et ces adultes-là en train de dire ah ouais mais non, faut pas faire attention, voilà, enfin qui essayaient de me faire culpabiliser que ce que je faisais c'était pas bon parce que je savais pas et que j'étais une mauvaise mère, quoi. C'était et voilà. Et en même temps, tu vois, chacun fait avec ce qu'il a. Mais bien sûr, chacun fait moi, je sais que j'avais énormément de peur. Je suis jamais intervenue pour dire quoi que ce soit à ces personnes-là, quoi. Enfin, voilà, j'ai pris et puis bon, je me débrouille. Voilà, je comprends. Mais en même temps, tu vois, moi, avec mes deux enfants, j'ai pas agi de la même façon avec l'un et avec l'autre parce que j'en avais un qui c'est pas les mêmes. Ils ont pas les courait mêmes dans tous les sens, qui n'avait pas peur de se perdre et qu'on pouvait perdre et qu'on a perdu d'ailleurs sur une plage où il y avait 500 personnes. Il est parti jouer, il est parti faire sa vie, tu vois. Il n'en était plus là et on l'a cherché pas longtemps, mais
moi, je me suis fait le gros flip. Alors que le deuxième, lui, dès qu'il ne me voyait plus, il pleurait. Dans le supermarché, dès qu'il ne voyait plus où j'étais, il pleurait. Donc, comme ça, il ne s'éloignait pas. Donc, lui, je savais que je n'allais pas le perdre, tu vois. Ouais. Et l'autre, je voyais bien qu'il n'avait aucune envie, c'était de courir partout et qu'il avait peur de rien. Et qu'un jour, son père l'a suivi. On était en vacances, son frère faisait la sieste et lui, il avait décidé qu'il allait à la piscine. Il est parti, mais il n'a pas du tout parti dans la bonne direction. Et son père l'a suivi loin. Et il a fallu qu'il se retrouve à un endroit, il était complètement paumé. Heureusement, son père était pas loin, mais caché. Mais en fait, il n'avait pas du tout peur. Donc, tu vois, nous, notre peur, c'est une chose, mais la peur de l'enfant aussi, elle est très spécifique à chaque enfant. Mais bien sûr. Mais c'est rigolo. Et moi, aujourd'hui, bon, voilà, je me juge pas sur ce que j'étais, mais quand je voyais ma copine, je l'enviais quelque part d'être aussi. Et quelque part, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais inconsciente, quoi. Enfin, s'il se casse, il escaladait la chaise haute, donc il avait encore l'âge d'être dans une chaise haute. Il escaladait la chaise haute, il montait sur la chaise haute pour ouvrir un placard et aller chercher un paquet de gâteaux dans le placard. Et moi, non. Tu vois. Ben ouais, moi. Écoute, en même temps, il le faisait sans tomber. Ils ont 18 mois de différence et quand le cadet était bébé, moi j'étais toute seule avec les deux. Alors j'avais un aîné qui avait 18 mois et qui avait besoin de grimper partout. C'était son caractère, c'était super tonique qui a marché très tôt. Et donc il grimpait partout, il marchait partout et il courait partout. Et évidemment, le bébé, il avait besoin de dormir, il avait besoin de téter. Bon. Alors je me suis retrouvée très souvent avec le petit au sein, impuissante. À regarder l'autre grimper partout, en train de me dire, je lui envoie des ondes pour pas qu'il se casse la gueule. Et puis s'il est arrivé à monter là, il va réussir à redescendre. Tu étais déjà consciente que tu pouvais lui envoyer des ondes. Moi, je n'étais pas du tout à ce niveau-là quand mes enfants étaient petits, tu vois. Il y a une vingtaine d'années. Je pouvais rien faire d'autre de toute façon. Et puis, à part peut-être le guider de la voie en lui disant, voilà, maintenant, là, tu peux mettre ton pied là. Et sinon, lui faire confiance et jamais il n'a rien fait, quoi. Jamais il s'est fait mal. Mais voilà, quand on est conscient en fait du fonctionnement de l'énergie, on sait évidemment qu'on peut actionner des choses dans l'énergie. On peut faire des nettoyages. Moi, c'est ce que je partage dans mes coachings de groupe et dans la formation en ligne que je suis en train de créer là sur les outils énergétiques. Je partage en fait des nettoyages énergétiques de notre corps, des nettoyages énergétiques des lieux dans lesquels on vit, des nettoyages énergétiques, tu vois, de la fluidification des relationnels. C'est un truc, il y a 20 ans, quand j'ai eu mes enfants, je n'étais pas du tout consciente qu'on pouvait travailler sur ce plan-là. Et aujourd'hui, depuis que j'ai découvert tous ces outils-là, évidemment que ma façon de voir la vie a complètement changé. Et toi, si tu avais déjà cette conscience-là il y a 20 ans, c'est top, tu vois. Mais j'avais cette confiance, parce que je me souvenais de ce que je faisais quand j'étais enfant aussi. Et de ce que je pouvais faire et de la liberté que j'avais de grimper aux arbres, de grimper où je voulais. Et jamais je me suis rien cassé, quoi, parce que je savais que quand je le sentais, c'était bon, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors que moi, tu vois, j'avais le souvenir, ma mère était aussi un peu trouillarde et elle nous laissait pas faire des choses trop dangereuses. Et moi, j'étais aussi trouillarde étant petite, donc du coup, je mettais pas la balance je me rappelle que moi j'étais capable, tu vois. Et en même temps, j'ai bien vu que mes enfants étaient capables de faire des choses quand j'étais pas là, voilà, bien mieux que quand c'est moi qui surveillais, tu vois. Et ce que tu disais aussi d'imaginer un endroit, comment tu vas le refaire et tout, dans l'énergie, enfin, dans ton imagination d'abord, comment tu vas pouvoir déblayer l'endroit, le repeindre, l'améliorer. Et là aussi, j'ai quelque chose à partager parce que ça m'est arrivé assez souvent de faire ça. Et à ce moment-là, mon ex était un gars qui ne bricolait pas du tout, c'est moi qui faisais tout. Et non
seulement ça, mais en plus, il me plombait complètement l'ambiance. Si tu veux, que j'ai passé vachement de temps à imaginer des trucs, à me dire, ouais, dans cet endroit-là, je vais le refaire comme ci, comme ça, ou même à acheter la peinture ou le matériel qu'il me fallait. J'ai fait certains trucs, et il y en a d'autres que j'ai laissé tomber parce que j'étais épuisée, j'avais plus d'énergie pour tout gérer en même temps, et en même temps pour essayer de passer au-delà de cette force d'inertie du gars qui me plombait complètement. Mais maintenant, je m'en rends compte maintenant. Sur le moment, je le vivais et puis je me retrouvais raplapla. Mais voilà, c'était très, très, très flagrant le fait que ce gars-là me tirait en arrière complètement, quoi. Voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire que tu te laissais tirer en arrière. Parce que, tu vois, ton attitude peut avoir aussi une action sur l'autre, sur la confiance qu'il va avoir dans Ben, je ne sais pas, parce que pendant très longtemps, je suis restée très longtemps avec lui, hein. Pendant très longtemps, j'ai tiré, j'allais en avant, je lui expliquais, je lui disais, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, à partir du moment où il n'y a plus rien en face, en fait. Oui, je comprends, ouais. Où tu t'essayes de raconter des trucs, mais en fait, tu as le gars en face qui te regarde, il dit, ouais, ou rien, ou il dit rien. Vraiment. Tu dis, bon, et ben voilà, ça te plaît pas, t'as beau essayer de poser des questions, il n'y a rien devant. Bah, là, tu dis, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse? Est-ce que si je vais mettre toute cette énergie pour faire ça, est-ce que lui va suivre en s'occupant des enfants, par exemple? Ou du repas, ou des courses, ou, enfin, tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Et au bout d'un moment, tu dis, bon, voilà, quoi, tu veux revenir. C'est là que c'est intéressant de regarder en fait le niveau d'énergie, parce que justement quand on récupère de l'énergie, et moi c'est vrai que j'ai aussi longtemps pesté après mon conjoint parce qu'il ne m'aidait pas beaucoup pour les enfants, et en même temps aujourd'hui j'ai une autre attitude, je me dis maintenant je remercie le ciel, je remercie en fait la vie d'avoir toute cette énergie-là, et j'ai un petit peu de compassion pour ceux qui n'en ont pas. Parce que je me dis, en fait, si je n'avais pas d'énergie, je ne pourrais pas faire tout ça. Et en fait, travailler sur son énergie, ça peut être aussi aider l'autre à travailler sur son énergie. Parce que quand il va avoir récupéré de l'énergie, il aura envie de mettre aussi des choses en place. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne mettent pas de choses en place dans leur vie parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Et tu vois, quand on dit, oui, mais quand on veut, on peut, moi, je crois plutôt que quand on peut, on veut derrière. Oui, bien sûr. J'ai essayé par plein de moyens de lui dire, de chercher pourquoi la cause de son mal-être et comment le faire remonter, tout ça. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Parce que peut-être ça venait de moi, parce que ça venait de lui. Enfin, j'en sais rien pourquoi. Mais en tout cas, bon, à la fin, ça a fini par un divorce. Mais effectivement, j'en ai eu assez. Oui. À un moment, le constat pour moi, ça a été de me dire où je dépense beaucoup d'énergie pour continuer à essayer quelque chose avec lui, ou alors je garde mon énergie pour m'occuper des enfants. Et à un moment, j'ai fait ce constat que c'était moi la plus importante et les enfants. Et que donc, tant pis pour lui. Enfin, je veux dire, tant pis pour notre histoire à deux qu'on avait vécue assez longtemps. Et je voyais qu'il ne faisait plus assez d'efforts pour essayer de l'investir, cette histoire. Donc, alors, moi, j'ai aussi cette idée que, en fait, parce qu'on a des attentes sur l'autre, parce qu'implicitement, on se dit, oui, mais on doit partager les tâches en deux, etc. Alors qu'en fait, quand j'ai switché ma posture en me disant, en fait, je vais tout faire. C'est moi qui fais tout. Donc, j'ai plus d'attente sur l'autre. Et le jour où il fait quelque chose, c'est cadeau. Puisque je m'attends à rien, il ne fait pas rien. Même s'il y en a qui font rien. Mais si tu t'attends à rien, il ne fait rien, tu n'es pas déçu. Tu t'y attends. Oui, je sais, c'est ma posture. C'est ma posture aussi. Hein. Maintenant que nous sommes séparés, je n'attends rien de lui. Voilà. Mais c'est toujours plus ça, en fait. On est malheureux parce qu'on a des attentes. Voilà. Et en fait, tout le monde n'est pas capable de donner autant, et parce que le niveau d'énergie a une grande place là-dedans. Parce que moi, je me rends compte que parce que j'ai plein d'énergie, des fois, les gens me disent, mais, je confie, je délègue à mes enfants une tâche, par exemple, quand on en a 50 à faire, je leur en donne une chacun, j'en donne une à leur père.
Et puis moi, j'en fais 40 à côté. Et en fait, je me dis, en fait, eux, ils peuvent en faire qu'une. C'est comme ça. J'ai pas, tu vois, j'aimerais mieux, évidemment, que ça soit bien réparti. Mais à partir du moment où moi, j'arrive à faire, tu vois, je suis pas sous le… Je suis pas Ouais, sous quand t'es l'eau, pas sous l'eau, et ouais. je suis pas voilà, je me dis, j'ai la chance, en fait, d'avoir de l'énergie, évidemment, de la chance avec ce que Tu je… l'as travaillé, ouais. Oui, je travaille à avoir de l'énergie, mais derrière, c'est un beau cadeau de se dire, moi, je suis capable de faire ça, et ça, et ça, et ça, sans être fatiguée. Et après, voilà, tu peux le partager aussi aux autres, y compris à ceux dans ta famille. Hein, tu vois, et c'est pour ça que je partage. C'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir partagé ton expérience. C'était chouette aussi. Je vais regarder s'il y avait encore des choses que je voulais vous dire. Non, je pense que ça, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, mais j'avais prévu de le dire à la fin, mais je l'ai déjà dit en plein milieu, donc c'est bon. Voilà. Et donc, le gros levier, hein, c'est je travaille sur le physio, je travaille sur le psycho. Quelquefois, je ne peux pas, tant que je n'ai pas travaillé sur le psychologique, je ne peux pas travailler sur le physiologique parce que tout ce que je vais manger, c'est mon psychologique, en fait, qui m'impose d'aller manger des saloperies, qui m'impose d'aller manger du sucre, qui m'impose d'aller manger, voilà, parce que je suis attirée, parce que je nourris mes émotions, en fait, avec les nourritures mauvaises que je prends. Donc, si on voit qu'on est bloqué à ce niveau-là, la clé, c'est d'aller d'abord travailler sur le psychologique, hein, avec des outils énergétiques, avec d'aller se faire… voilà, se faire déblayer ça. Et les outils, en fait, c'est des outils, il y en a plein qu'on peut, on s'applique à soi-même. Moi, en tout cas, je me les applique à moi-même. Ah oui, et c'est ça, oui, c'est ça que je voulais vous partager aussi. Je ne l'avais pas écrit, donc j'y pensais plus. Mais c'est justement l'impact, en fait, du psychologique sur le corps. Je vais aller vous partager, évidemment, le truc qui m'est arrivé la semaine dernière, l'expérience de la sciatique. Là, j'avais une sciatique qui était en sourdine depuis plusieurs mois, et puis ça revenait, puis ça repassait, puis bon, comme voilà, ce n'était pas une sciatique invalidante, mais je sentais qu'il y avait un petit truc. Et puis le mois dernier, voilà, je fais un gros webinaire avec Jérémy Mercier. On avait 5000 personnes, donc là, je plongeons dans la cour des grands, là, et là, la sciatique, c'était plus en sourdine, là, la sciatique, elle était bien présente, là, donc… et je commence à chercher psychologiquement qu'est-ce que ça veut dire la sciatique, hein, on est sur le lâcher prise, on est sur la peur de manquer, on est sur… voilà, je vais chercher là-dedans et je me dis, mais je ne comprenais pas. Donc, je vais aussi chez l'ostéopathe. Et puis, l'ostéopathe, il me l'a enlevé, la sciatique. Donc, du coup, derrière, j'ai fait l'économie et je n'ai pas travaillé sur le psychologique. Plus que ça, manque de peau. Un mois après, ping, rebelote. Cette semaine, dimanche dernier, à nouveau, la sciatique. Et puis, dimanche, lundi, mardi, mercredi, elle montait, elle montait, elle montait. Oh, je me suis dit, elle était pas belle. Et j'arrivais encore à trouver des positions dans lesquelles j'avais pas mal, mais je me disais, oh là là, si je continue comme ça sur ma lancée, et tout le monde me disait, retourne chez l'ostéopathe pour aller. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Si je retourne chez l'ostéopathe, dans un mois, c'est encore ça, et encore dans un mois, etc. Donc, je suis allée plonger dans ma sciatique. Je me suis appliqué des outils énergétiques. Je me suis endormie le mercredi soir en me disant, il est hors de question que je n'aille pas comprendre ce qui se passe. Et j'ai plongé, et j'ai souffert, souffert. J'ai été voir ce qui me faisait souffrir, j'ai été voir où était ma blessure, j'ai été voir où est-ce qu'était ma peur de manquer, ma peur que mes enfants manquent, ma peur que, voilà, transférer à mes enfants. Et je suis allée nettoyer ça. Et je me suis réveillée le lendemain matin sans sciatique. Et depuis, je n'ai plus de traces de la sciatique. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas, mais en attendant, je vais partager aussi que le psychologique a un impact direct sur le physiologique. Et là, l'ostéopathe, lui, il enlève le pincement du nerf sciatique, ok, il agit sur le physiologique, même si avec lui, on fait aussi, on parle, on essaye de comprendre la cause. Mais voilà, c'était pas assez fort pour que ça ne revienne pas. Et là, changer de mentalité, changer d'état d'esprit, le corps, il s'est arrêté de parler direct. Donc, il ne faut pas négliger l'impact. Et en fait, c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que le psychologique et le physiologique, c'est inséparable en fait. Hein, c'est les deux facettes d'une même pièce. Et si vous travaillez sur l'un,
mais le gros levier, hein, c'est le psychologique. Tous vos problèmes de santé, c'est votre corps qui vous parle parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas remis à la conscience. Et tant que vous ne l'avez pas remis à la conscience, votre corps va vous faire toc, toc, toc. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et si on supprime le symptôme par l'extérieur et qu'on ne va pas chercher la cause, eh ben, on ne sera pas tranquille à long terme. Et Tiens, ça, tu as un truc pour les boutons de fièvre? Tu as une idée de... pour les boutons de fièvre, alors moi j'ai un truc pour l'extérieur. Alors moi j'en ai pas hein, des boutons de fièvre. Ouais, non, mais moi aussi, pour l'extérieur, pas de problème. Mais tout d'un coup, là, je me dis, tiens, est-ce que tu as un éclairage là-dessus ou non? Je pense qu'il faudrait aller chercher dans l'énergie, hein, donc ça va être différent pour chaque personne, mais ça arrive dans les moments de fatigue, ça arrive dans les moments. Ouais. Donc, Moi, je sais que c'est quand je décompense de quelque chose, quand j'ai donné beaucoup et qu'à la fin, ça y est, ouf, je peux m'arrêter. Et là, ouf, ça peut arriver. Ouais. Non, là, comme ça ne me vient pas, mais Bon, si ok, tu veux, non, c'était juste comme ça. Non, mais si tu veux, je veux bien essayer je ferai ça en dehors, mais je veux bien essayer de me brancher sur toi pour essayer de voir ce que ça veut raconter. Mais oui, de toute façon, il y a forcément une cause psychologique. Tiens, je vais vous partager un deuxième truc. Oui, c'est ça. Oui, je vais vous partager un deuxième truc aussi. C'est parti au mois d'octobre, mais j'avais depuis 1 an une petite verrue sous le pied gauche et je me disais, oh, elle va partir avec la chélidoine. J'ai de la chélidoine plein mon jardin, donc je mettais de la chélidoine, c'est jaune, moi, c'est ça n'a jamais marché. orange là. Et puis ça partait pas. Bon, et puis voilà, c'est sous le pied, c'est tout petit, c'est pas grave. J'ai pas à travailler dessus. Et puis au mois d'octobre, je décide de travailler dessus. Je me dis, bon, allez, le pied gauche, je suis bloquée dans quoi hein, le pied gauche, là, donc la symbolique. Voilà, pied droit, pied gauche, à droite, les obligations, à gauche, le côté plaisir. Où est-ce que je suis bloquée dans le plaisir? Est-ce que j'ai plus d'obligations que de plaisir? Je commence à travailler là-dessus. Et là-dessus arrive le chat dans la maison. Donc, le chat, en fait, c'est l'invitation, c'est travailler sur les émotions aussi, c'est avoir des échanges que émotionnels avec puisqu'on n'a pas d'échange verbalisé avec un animal. Donc, j'ai été amenée à travailler sur mon côté émotionnel vraiment plus dans cette période-là. Et un jour, je me réveille, je cherche ma verrue parce que je me dis, tiens, je vais essayer de mettre de l'arbre à thé. Je ne sais plus où elle est. Elle était partie. C'est parti. Voilà. Je n'en revenais pas parce qu'elle commençait à grossir. Je me disais, là, il va falloir que je fasse quelque chose. C'est pour ça que quand elle avait grossi, je m'étais dit, bon. Et en fait, le travail sur la symbolique psychologique, elle est partie du jour au lendemain. Je ne peux pas dire quel jour elle est partie parce que je l'ai cherchée. Je me suis dit, je dois me tromper de pied comme une naïve. Je dois me tromper de pied. Et j'ai regardé sous le pied droit. Je me suis dit, mais non, mais elle n'est pas là non plus. C'est pas possible. Et j'ai mis du temps. Mais voilà, pour dire qu'en fait, le jour où on va chercher sincèrement et qu'on va plonger dedans et qu'on va aller vivre le truc là, eh ben, on a des résolutions qui sont spectaculaires. Donc voilà, il ne faut pas négliger le côté énergétique, parce que le côté énergétique a un impact sur votre niveau d'énergie. Alors, il y a c'est un mot assez valise, hein, on peut mettre plein de choses dedans, mais voilà, travailler là-dessus et récupérer plein d'énergie et donc de quoi faire une vie beaucoup plus agréable que si on n'en a pas. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, les gens qui n'ont pas envie d'en avoir, ils ont le droit et je ne leur en veux pas du tout. Chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait son incarnation comme il le choisit. Je n'ai pas de jugement à avoir là-dessus. C'est juste que moi, j'ai choisi de faire ça et que je partage à des gens qui ont envie de faire ce choix-là aussi, ou pas. Hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous partager ce soir. Merci pour votre participation. Merci pour vos questions. Merci pour vos remarques. C'est toujours très riche Alors, attends, j'essaye de lire où est-ce que je m'en étais arrêtée. Alors, idem, oh là là, non, voilà, là c'est bon, j'ai lu. C'est clair, beaucoup d'énergie, mais il faut que je fasse avec pour tout faire toute seule. Ouais.
Et de rien faire et ne rien attendre en même temps. Ouais, bah oui, en fait, c'est la clé, mais c'est la clé. Hein. Avoir des attentes, enfin, moi, j'ai arrêté d'avoir des attentes parce que c'est le seul moyen d'être déçu. Hein. Alors, si on n'en a pas, c'est cadeau, c'est tout cadeau. Ah, et aussi de comprendre ce que l'autre peut donner et non pas ce que moi, je veux qu'il donne. Ah oui, ça, c'est une clé aussi hein, dans les relations. En fait, le focus, ce n'est pas ce que je veux que l'autre donne, c'est qu'est-ce que je veux vivre moi. Donc, c'est centré sur toi. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que moi, je donne? Et plus tu vas donner, plus tu as de chance, en fait, et plus tu es ouverte. Ouverte, en fait, ça veut dire aussi ouverte à la possibilité que l'autre puisse donner. Tu vois, moi, je vois aussi qu'il y a des moments, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je ne laissais pas l'autre donner, en fait. Je contrôlais aussi ça. Et il y a des gens pour qui ce n'est pas facile. Et pour moi, ce n'est pas facile. Hein, donc, c'est plus facile pour moi de donner que d'être ouverte pour que l'autre donne. Mais ça, c'est un truc qui se travaille aussi, tu vois. Et plus tu vas ouvrir, plus tu vas laisser à l'autre la possibilité de donner, et tu vas accueillir ce qu'il va donner aussi. Et je sais que des fois, je me surprends à... Moi, j'ai besoin de rien. Donc, quand on m'offre quelque chose, je suis presque déçue parce que non, mais j'ai besoin de rien, en fait. Et quelque part, je prive l'autre du plaisir de donner. Du plaisir de donner, voilà. Donc, mais voilà, c'est un choix. Je peux décider aussi d'accueillir et de prendre la gentillesse, même si l'objet, j'en ai pas besoin, mais le geste, c'est déjà génial d'avoir quelqu'un qui fait un geste envers toi, tu vois. Et en fait, c'est toi qui décides. Regardez partout où là, toi, tu as de la responsabilité et où tu peux agir, tu vois, aussi bien sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu laisses la possibilité à l'autre de faire. Donc ça, c'est une chose. Alors, merci la méta. Merci la méta. La méta, oui, la méta nous donne un éclairage sur j'ai des facilités à donner. Hein, voilà, moi, je suis autonome, je prends soin des autres. C'est facile et c'est plaisant. Donc, effectivement, et puis il faut se dire que tout le monde n'est pas comme ça. Donc, il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne le font pas. Merci à toutes. Je trouve que ça s'apprend de recevoir. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais oui. Et qui n'est pas inné, effectivement, quand on est autonome, encore moins. Mais en fait, c'est vachement chouette, hein, finalement. Mais oui. Et en fait, tu vois, moi, je remarque, quand j'étais petite, j'avais une grand-mère qui était très généreuse et qui nous donnait et qui nous disait que ça lui faisait plaisir de nous donner. Et quand j'étais petite, je prenais, moi, je disais, mais non, c'est beaucoup plus agréable de recevoir. Non, mais vraiment, je ne comprenais pas. Puis en même temps, je voyais bien qu'elle était gentille, etc. Et puis en grandissant, ça s'est inversé. Et j'ai compris a posteriori sa posture et sa joie, en fait, dans la générosité de donner. Et je vois qu'il y a des gens qui prennent et qui n'ont pas le réflexe de donner. Alors, est-ce que ça peut se changer aussi ? Voilà, certainement, si nous, on ouvre, on peut leur permettre aussi d'expérimenter ça, mais c'est marrant, on n'est pas tous faits, on n'a pas tous les mêmes facilités, on va dire. Après, il y a l'histoire aussi. Hein. Là, il n'y a pas que le profil méta, il y a aussi l'histoire, le vécu, tu vois, les gens qui ont donné beaucoup et qui ont été très déçus, qui ferment tout, parce que en même temps, ils se privent d'un plaisir, hein, c'est aussi un plaisir. Savoir recevoir, ouais, savoir recevoir. Voilà. Bon, je pense que je vais couper l'enregistrement. Merci pour votre présence, vos sourires. Et puis, à très, très bientôt, les autres qui n'auront pas les dernières minutes qu'on va parler entre nous.